Bienvenue à vous dans ce journal. Les titres, c'est dans un instant. Sud FM, l'info, c'est ici. Le Sénégal vers la création d'un conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes organisé consultatif stratégique d'impulsion qui sera mis en place dans la deuxième quinzaine de décembre 2020. Une décision prise en conseil des ministres. Et puis après la mystérieuse maladie de la mer qui a fait des ravages à Thiaroye-sur-Mer, 200 personnes au total concernées par cette infection, le gouverneur de Dakar, Al-Hassan Sall, annonce la mise en place d'une cellule de crise pour veiller sur l'évolution de la maladie. Mais en attendant, la ressource halieutique se fait rare. La Confédération africaine des organisations professionnelles de pêche artisanale demande la publication de la liste des bateaux à qui le Sénégal a accordé des licences de pêche. Et puis après l'incendie au marché Ocas de Touba, le directeur du commerce intérieur annonce sa réhabilitation et la construction d'un marché interrégional à Touba. En sport éliminatoire Afrobasket masculin 2021, le sélectionneur national Boniface Ndong a publié une liste de 14 joueurs pour préparer la compétition. Voilà pour les principaux titres de ce journal mis en onde par Papa Abdoulaye. Aïssatou Gueye-Ba. Le chef de l'État Macky Sall a informé au Conseil des ministres de sa décision de créer auprès du président de la République un Conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes. À ce propos, le chef de l'État a donné des instructions au ministre en charge de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage, de l'insertion du travail et de la jeunesse de lui soumettre, par le biais du ministre secrétaire général du gouvernement, un projet relatif à la création du CNIJ qui sera exprimé ou plutôt examiné en Conseil des ministres avant la fin du mois de décembre 2020. À cet égard, le chef de l'État a demandé au ministre de l'Emploi de lui soumettre dans les plus brefs délais une stratégie nationale d'insertion professionnelle qui accorde une priorité fondamentale aux jeunes diplômés en cohérence avec les dispositifs publics. Le chef de l'État a également souligné l'impératif d'actualiser la cartographie des demandeurs d'emploi au Sénégal, accordant la question liée aussi à la recrudescence de l'immigration clandestine à partir de nos côtes et sa médiatisation. Le chef de l'État insiste aussi auprès des ministres concernés et des forces de défense et de sécurité sur la nécessité impérative et systématique de renforcer les dispositifs de surveillance et de contrôle de l'espace maritime national, particulièrement du littoral, en mettant l'accent sur les zones de pêche qui ont les principaux points de départ des migrants clandestins. Il a à ce propos demandé au gouvernement d'accorder plus soutenu à la redynamisation économique et à la situation sociale des populations des zones de pêche. Ces dernières doivent être davantage sensibilisées et accompagnées avec diligence et efficacité par les mécanismes d'encadrement et de financement public à déployer ou plutôt à déplorer rapidement et efficacement dans les localités ciblées. Au titre des mesures individuelles, le président de la République a également pris les décisions suivantes. Monsieur Lamine Sarr, professeur d'enseignement secondaire, est nommé secrétaire général adjoint du gouvernement en remplacement de Monsieur Opandiaï, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Alénar Diop, ingénieur statisticien, économiste, précédemment directeur général adjoint de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, est nommé directeur général de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie en remplacement de Monsieur Babacar Ndir, admis à faire valoir ses droits à la retraite, et Madame Meimouna Sissoko, experte en éducation et genre, titulaire d'un master en genre et communication, est aussi nommé directeur général de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout petits. Voilà ce qu'on pouvait retenir sur ce conseil des ministres de ce mercredi. Voilà, alors une cellule de communication installée également par le gouverneur pour veiller sur l'évolution de la maladie et assurer le suivi. Les pêcheurs sont hébergés dans un site créé pour la circonstance à cause du rush des malades dans le poste de santé. Les pêcheurs sont également interdits d'aller en mer en attendant de gérer cette situation, qui a indiqué le gouverneur qui revient sur les mesures. Al-Hassan Sall, nous l'écoutons au micro de El Hadj Moussa Thiam. Hier, on était à 82 patients, mais ce matin, on nous fait part d'au moins 200 personnes concernées par cette situation. Pour dans un premier temps, les accueillir, les prendre en charge du point de vue de la santé et les observer
Et pour les observer, nous avons pensé qu'il faudrait peut-être un site où l'on pourrait les loger le temps de voir l'évolution de la maladie. La deuxième mesure, c'est effectivement de faire des prélèvements et de s'assurer de l'origine du mal. C'est en maîtrisant cela qu'on serait à même de pouvoir apporter le traitement qui sied. La troisième mesure, c'est également de faire des prélèvements au niveau de la mer, là où il semble avoir attrapé cette maladie, donc ce mal. Et ils ont donné des indications claires en relation avec la brigade maritime de la gendarmerie de l'environnement et le personnel du ministère de l'Environnement. Nous allons faire des prélèvements au niveau de ces eaux-là pour voir effectivement si l'eau est polluée et la nature de cette pollution, mais surtout l'origine de cette pollution. Nous allons également, pour en tout cas ceux-là que nous avons déjà accueillis, alors les héberger, les prendre en charge du point de vue restauration, jusqu'à ce que nous ayons une idée exacte de l'ampleur de cette maladie. Et on nous signale également qu'il y en a qui ne sont pas encore venus et qui seraient dans les quartiers et même dans les régions, donc autres que Dakar. Last but not least, un comité de crise a été institué pour suivre de près cette affaire-là. Il y a également un volet social. Déjà, dans le cadre du plan Orsec, il nous restait quelques produits que nous mettrons à la disposition du comité social. Avec le service des pêches et autres, nous avons vraiment demandé à ce que les pêcheurs-là n'aillent pas ou ne retournent pas en mer le temps qu'on s'assure de l'origine du mal et de l'ampleur du Une maladie mystérieuse de la mer qui a fait des ravages à Thiaroye-sur-Mer au moment où, à Soumbédioune, la mer se vide de ses poissons. À Soumbédioune, les activités sont au ralenti. Difficile d'approvisionner le marché en poissons. La situation devient de plus en plus chaotique. Pas de solution. Les jeunes pêcheurs sont obligés de partir clandestinement dans les pays étrangers. Khadisen. À Soumbédioune, beaucoup de pirogues sont taquées. Les pêcheurs discutent. Il n'y a aucune activité. Le poisson devient de plus en plus rare. Seuls quelques pêcheurs prennent le risque d'aller en mer pour rentrer presque produit. Il n'y a plus rien en mer. Le poisson devient de plus en plus rare. Je viens d'accoster. Je n'ai même pas une caisse pleine. Ça fait 3 jours que je vais en mer sans même avoir de quoi acheter de l'essence. Donc, je préfère rentrer chez moi. La situation devient pire chaque année. Les accords de pêche signés récemment avec l'Union européenne seraient la goutte d'eau de trop. Le gouvernement a vendu notre gagne-pain, les accords de pêche, la pêche illicite. Tout ceci favorise le manque de poissons. Vraiment, on est fatigué. Selon les pêcheurs, cette situation les pousse à quitter le pays clandestinement pour trouver un lendemain meilleur. C'est pour cela que certains pêcheurs sont devenus des convoyeurs. Ils envoient les jeunes en Espagne et vraiment, on ne veut pas de ça. Beaucoup de jeunes sont partis en Espagne. Même nous, on veut partir. C'est la première fois qu'une pirogue quitte Soumbédioune pour partir en Espagne. On n'a plus le choix. On travaille depuis des années sans même avoir notre propre chambre, pour ne pas dire une maison. La pêche ne nourrissant plus son homme, ils invitent le gouvernement à mettre en place des projets de reconversion. Et Khadisen Gaoussou Gueye de la Confédération africaine des organisations professionnelles de pêche artisanale confirme cette rareté de la ressource halieutique et précise qu'il est temps de publier la liste des bateaux à qui le Sénégal a accordé des licences de pêche pour pouvoir réellement comprendre l'ampleur du phénomène. Voici Gaoussou Gueye au micro d'Amadou Moustapha Dia. Depuis le mois de mars, on a essayé d'attirer l'attention des pouvoirs publics et l'ensemble de la population sénégalaise avec ces bateaux industriels qui sont dans nos eaux, qui pêchent. Aujourd'hui, ce phénomène peut expliquer la raréfaction de la ressource. Je ne suis pas totalement sûr que c'est ça, mais ça peut jouer une incidence en tout cas sur la raréfaction de la ressource, qui est devenue réelle aujourd'hui. C'est un constat que l'ensemble des Sénégalais peuvent faire. C'est la raison pour laquelle vous préconisiez l'adoption d'un plan de développement du secteur du thonidé. Parce que les gens faisaient un amalgame sur l'accord de pêche avec l'Union européenne. C'est un accord qui est purement thonier. Et ce thon-là, comme je l'ai dit dans le communiqué, n'appartient pas au Sénégal. L'accord-là, c'est l'accord de 2014. Je vous rappelle que de 2006 à 2014, le Sénégal
avait suspendu le protocole de pêche entre l'Union européenne et le Sénégal. C'est en 2014 qu'on a signé l'accord. Et l'accord-là, ça a terminé en 2019 qu'on a fait un prolongement. C'était sur 14 000 tonnes, on a diminué sur 10 000 tonnes de tonnes, 10 000 tonnes de thon, plus 2 merlutiers qui avaient 2 000 tonnes, on l'a réduit à 1 750 tonnes. Il y a un appui sectoriel où on avait ciblé des actions. Mais ces actions-là, comment on les a réalisées? Comment on a fait pour le faire? Mais maintenant, est-ce qu'on ne doit pas avoir la transparence sur cet appui sectoriel? C'est ça que je dis. Pas autre chose. Et c'est très simple. On a bien compris. Faisons attention de ne pas faire un amalgame pour qu'on nous oriente sur les accords de pêche avec l'Union européenne et oublier le problème des bateaux chinois et autres. Et encore une fois de plus, ce que nous réclamons, ce que nous demandons, c'est la publication des listes des navires qui opèrent au Sénégal sous licence. Et cette raréfaction de la ressource halieutique fait partie des causes du phénomène de l'émigration clandestine. Le réseau national des femmes de la pêche artisanale fait le plaidoyer. Les femmes invitent l'État à geler la signature des accords de pêche. À les croire, les espèces ciblées par les pêches artisanales sont en voie de disparition. Les femmes transformatrices comptent faire des campagnes de sensibilisation pour participer à la lutte contre ce phénomène. Écoutons Diaba Diop, présidente du réseau national des femmes de la pêche artisanale, au micro de Moustapha Sall. Oui, on a discuté ça tout à l'heure par rapport à notre plan stratégique. C'était faire des campagnes de sensibilisation et des plaidoyers. Pourquoi? Parce que c'est nous qui sommes les mères des enfants qui prennent les pirogues. Donc on doit sensibiliser nos chers enfants par rapport aux risques liés à l'immigration clandestine. Pour que les solutions à apporter, c'est qu'il faut que l'État nous appuie à ne pas signer des accords. Parce que présentement, les espèces ciblées par la pêche artisanale, c'est surtout le petit pélagique, le stock est menacé. Donc pourquoi les jeunes prennent les pirogues? Surtout, ce phénomène-là, ce n'est pas nouveau, parce qu'en 2006, il y en a. Mais cette fois-ci, c'est le pur, parce que ce sont les pêcheurs même qui prennent le flanc. Parce que présentement, il y aura des enjeux après. Mais peut-être on ne le connaît pas exactement. Mais c'est après qu'on va voir les choses. Les solutions, c'est de faire, qu'on fasse des sensibilisations et essayer de fixer les jeunes et de doter à ces jeunes-là du travail, de les financer pour qu'ils puissent faire ces activités, mais aussi d'arrêter de signer les licences de pêche et même, voire même les accords. Parce que tant qu'on signe les licences, tant qu'on signe, qu'on signe des accords, donc le nombre de navires qui pêchent dans les eaux sénégalaises continue à augmenter. Alors que tout le monde sait que présentement, il y a la rareté de la ressource. Après l'incendie du marché Ocas, le directeur du commerce intérieur au chevet des sinistrés, Omar Diallo a saisi l'occasion pour annoncer la construction d'un marché interrégional à Touba et la réhabilitation du marché Ocas. Le projet est en cours selon lui. Et puis surplus de sucre sur le marché, environ 30 000 tonnes serait la souffrance, ou plutôt en souffrance à la compagnie sucrière sénégalaise, selon les travailleurs qui depuis quelques mois ou quelques jours alertent leur employeur menacé. Dixit-il, les travailleurs de la CSE accusent le ministre du Commerce d'être à la source de tous les maux et il n'y a pas de surplus de sucre sur le marché, selon le directeur du Commerce intérieur Omar Diallo, qui rappelle que les besoins de consommation trimestrielle en sucre se situent entre 58 000 tonnes et 60 000 tonnes. Le DCI soutient que le sucre produit au Sénégal est bel et bien protégé par l'État. Omar Diallo s'en explique au micro de Rapsel Imanouane. Je vous remercie de nous donner l'opportunité de nous exprimer sur la situation du sucre sur le marché. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque année, il y a une période où la compagnie sucrière ne parvient pas à couvrir la totalité des besoins en termes de consommation du sucre. Cette année-ci, c'est à partir du mois de juin que les autorités de la compagnie sucrière nous ont informé que les stocks résiduels dont ils disposent étaient évalués à 43 000 et ne suffiraient pas pour couvrir la période de 3 mois. Fort de ce gap, nous avons estimé, compte tenu
des consommations mensuelles de sucre, de couvrir pendant une période de 3 mois la quantité nécessaire pour pouvoir mettre sur le marché les importations de sucre. Et par rapport à ces importations de sucre, c'est des autorisations et des quotas qui ont été délivrés à la hauteur du gap qu'on doit couvrir pendant 3 mois de consommation. Et si vous agrégez sur les 3 mois, il est clair que les besoins dépassent largement les 45 000 voire 50 000 tonnes. Et nous tournons autour d'une consommation mensuelle au Sénégal de 15 000 à 18 000 tonnes de sucre sur le marché. Si vous agrégez cela sur 3 mois, vous voyez un peu que nous sommes dans cette ordre d'idée entre 58 000 et 68 000 tonnes sur 3 mois de consommation. Le sucre sénégalais est-il bien protégé? Oui, mais le sucre sénégalais est protégé parce que sur une période de 9 mois, il n'y a que le sucre de la compagnie sucrière qui est commercialisé. Donc pendant 9 mois de l'année, les importations, c'est justement pour protéger le sucre local. C'est parce que la production de la compagnie sucrière ne couvre pas 12 mois sur 12. Donc il arrive au moment où, forcément, il va falloir, pour couvrir les besoins internes, qu'on puisse recourir aux importations. Si aujourd'hui la compagnie sucrière était autosuffisante, mais ce problème de protection ne se poserait même pas. Et en plus, je voudrais insister sur le fait que, au-delà même de la régulation qu'on fait en interdisant le gel, mais il y a en amont une taxe conjoncturelle à l'importation qui est pour protéger justement et accompagner ces fleurons de l'industrie sénégalaise. Donc pendant les 9 mois que la compagnie sucrière produit, mais il n'y a aucune importation de sucre. Et ça, c'est une protection qui est là et qui est valable depuis plusieurs années. En attendant, au marché, les prix sont exorbitants. Les légumes coûtent entre 200 et 400 francs l'unité. Même constat avec le poisson. Reportage, illustration au marché Gueule-Tapée avec Odile Minkilan. Le panier de la ménagère souffre. Actuellement, au marché Gueule-Tapée, il faut casquer fort pour se procurer des légumes. Les légumes sont trop chers, trop même. Ce qu'on achetait à 100 francs, maintenant on l'achète à 200 francs. Par exemple, carottes, navets, choux, l'unité, on l'achète à 250, 300 voire même 400 francs. 250, 400. 200, 300. Même constat pour les poissons. C'est la même chose avec les poissons. Les telus, c'était à 2000. Maintenant, c'est 2500. 3000, 3500. Voilà 3500. 100 500, 32 500. Les poissons sont chers, c'est normal, parce que nous, on achète les caisses à 60 000, 40 000, voire même 46 000, les sardines. Selon ces mères de famille, la cherté des légumes et poissons se justifie par la période actuelle. Vous savez, c'est la fin de l'hivernage. C'est pour cela que le marché est un peu difficile. C'est la fin de l'hivernage, c'est normal. Et aussi le coronavirus, vous savez, c'est difficile. Mais on garde espoir. Peut-être d'ici quelques semaines, ça va changer. Au marché Gueule-Tapée, comme dans beaucoup d'autres marchés à Dakar, le prix des légumes a flambé. Une période difficile pour les ménagères. Et puis cette information qui vient de nous parvenir, 3 blessés dont 2 dans un état grave. C'est le bilan de l'accident de la circulation qui s'est produit aux environs de 21h au village de Keur Narinyai, à quelques enclavures de Nioro. En effet, un camion en provenance de poste Keur Aïb est entré en collision avec un autre camion Ben en partance pour Nioro. Les victimes sont transportées à l'hôpital de Nioro pour des soins primaires, nous dit notre correspondant à Kaolack, Mamadou Camara. Célébration également ce mercredi de la journée africaine de la statistique. Pour cette édition 2020, l'accent a été mis sur la modernisation des systèmes statistiques nationaux à l'ANSD. Les enjeux de taille sont à relever, surtout après la crise de Covid-19, a dit Fatou Bari. À l'instar des autres pays africains, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie a célébré ce 18 novembre la journée dédiée à la statistique dans le continent noir. Moment choisi par le directeur général de l'agence pour revenir sur le rôle primordial que jouent les données statistiques dans l'élaboration des politiques sectorielles. Si vous prenez n'importe quel document de politique, au Sénégal, que ce soit le PSE ou les autres politiques de développement sectoriel, de la santé, de l'éducation ou de notre secteur, vous verrez que ces politiques-là sont basées sur les données, depuis le diagnostic jusqu'à le mécanisme de mise en œuvre et de suivi d'évaluation. Et un ensemble de plans d'action est ceinturé par un ensemble d'indicateurs qui permettent donc de mesurer
les avancer dans l'atteinte des objectifs qui sont fixés. Avec la pandémie de Covid-19, la collecte de ces données a connu quelques perturbations. Seulement, la modernisation des outils de travail a permis de remonter la pente. Babacar Ndir. C'est ainsi que nous avons largement investi les fenêtres d'opportunités qui nous étaient offertes par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et à ce stade-là, nous avons essayé de saisir l'occasion pour développer un ensemble de méthodologies qui nous permettaient donc de mener des enquêtes à partir du téléphone assisté par ordinateur ou bien directement même à partir de l'ordinateur. Pour des statistiques fiables basées sur le genre, ONU Femmes, en collaboration avec la NSD, a mis en place le projet Women Count d'un coût d'1,3 milliard de nos francs. Ceci pour promouvoir la production, l'accessibilité, la communication et l'utilisation des données pour une égalité des sexes. Les États-Unis, parlons de l'actualité internationale. Les États-Unis ont autorisé ce mercredi le Boeing 737 MAX à voler de nouveau près de 2 ans après son immobilisation au sol à la suite de 2 accidents ayant fait 346 morts dans un intervalle de 5 mois. Cet aéronef qui était la locomotive des ventes de Boeing avant ces déboires ne va toutefois pas retourner dans l'immédiat dans le ciel mondial. Les autorités de l'aviation civile d'autres pays ont décidé de procéder elles-mêmes à leur propre certification. L'Agence fédérale de l'aviation américaine, le régulateur aérien aux États-Unis, précise par ailleurs qu'elle doit encore approuver la formation nécessaire pour les pilotes avant tout vol du Boeing 737 MAX dans le ciel américain. La compagnie américaine Airlines a néanmoins déjà prévu un vol fin décembre, nous dit la RFI. En sport, éliminatoire Afrobasket masculin 2021, le sélectionneur national Boniface Ndong a publié une liste de 14 joueurs pour préparer la compétition. Il s'agit des meneurs Cleva Anna, Al-Khali Nour Hassansi, arrière Louis Adams, ailier Maktar Gueye, Mbaye Ndiaye, Mohamed Faye, Amar Silla, Pape Moustapha Diop, ailier fort Maurice Ndour, Ibrahim Fall Faye, pivot Youssoufa Ndoye, Pape Abdou Badi et Pape Malik Dima. Et puis retenez que la liste définitive des 12 joueurs qui vont prendre part à cette compétition sera publiée ultérieurement en raison du protocole sanitaire de la FIFA lié au coronavirus. Pour rappel, les compétitions sont prévues du 25 au 29 novembre prochain à Kigali. Le Sénégal loge dans le groupe B en compagnie du Kenya, du Mozambique et de l'Angola. Voilà, à 22h25, place à la rétro, ou plutôt place à Info Santé avec Marie-Rosalie Ndiaye. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue. La région de Kolda passe à 0 cas de coronavirus depuis lundi, annonce faite par le médecin en chef de la région médicale en marge d'un atelier de formation des journalistes des radios communautaires sur la désinformation et le fact-checking relatif à la Covid-19 à l'initiative du réseau international de femmes RIF, membre de l'URAC. Toutefois, Dr Yaya Baldé, médecin chef de la région de Kolda, exhorte à la veille sentinelle pour éviter la rechute dans la pandémie. Ces propos sont ici recueillis par Moussa Dramé. Dans la région de Kolda, au moment où nous vous parlons, nous sommes à 0 malades suivis. La région a connu donc le 116 cas entre les départements de Vélingara et de Kolda essentiellement. Le département de Minayoroufula a été épargné, donc pratiquement 123 cas dans Kolda et près de 96 cas dans Vélingara. Nous avons également eu des décès, des cas graves, 18 décès au total dans la région. Et nous avons eu à mettre en œuvre tous les types de prises en charge au niveau des centres de traitement, prises en charge extra-hospitalières, mais également les prises en charge à domicile. Nous avons eu à gérer tout ce système de surveillance au niveau des frontières dans ce cadre multisectoriel avec le comité régional de gestion des épidémies, les comités départementaux. Et ce travail se poursuit toujours. C'est extrêmement important de le dire que ce travail de surveillance active au niveau communautaire, au niveau des frontières et la communication
Tout ce travail se poursuit. C'est pourquoi d'ailleurs nous nous félicitons de cette rencontre aujourd'hui, cette orientation donc des acteurs de la presse sur la gestion de la désinformation. Parce que nous sommes dans une phase où il y a cette tendance baissière qui de plus en plus est marquée sur l'ensemble du territoire national. Mais c'est le moment également de maintenir la vigilance puisque le combat n'est pas encore définitivement gagné. Vous avez vu ce qui se passe au niveau international avec les flambées qu'il y a ailleurs dans le monde. C'est extrêmement important de continuer cette collaboration entre la presse et les différents comités régionaux, départementaux jusqu'au niveau communautaire pour que nous continuions ensemble de gérer l'information. Vous le voyez au niveau de l'ouverture des classes, les dispositifs sont en place dans les écoles. Vraiment, nous sommes satisfaits. Les nouveaux cas de cancer du col de l'utérus pourraient être réduits de 40% et le nombre de décès liés à la maladie de 5 millions de personnes d'ici 2050 si les 3 étapes de la stratégie mondiale d'accélération de son élimination sont mises en œuvre selon l'Organisation mondiale de la santé. La stratégie mondiale d'accélération de l'élimination du cancer du col de l'utérus lancée hier par l'OMS va se décliner autour de la vaccination, du dépistage et du traitement. L'OMS évoque une étape historique dans la lutte contre la maladie en partant du fait que 194 pays s'engagent pour la première fois à éliminer un cancer après l'adoption d'une résolution lors de l'Assemblée mondiale de la santé de cette année. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Aïssatou Gueye-Ba. Le Sénégal vers la création d'un conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes organisé consultatif stratégique d'impulsion qui sera mis en place dans la deuxième quinzaine de décembre 2020. Une décision prise en conseil des ministres. Et puis après la mystérieuse maladie de la mer qui a fait des ravages à Thiaroye-sur-Mer, 200 personnes au total concernées par cette infection, le gouverneur de Dakar, Al-Hassan Sall, annonce la mise en place d'une cellule de crise pour veiller sur l'évolution de la maladie. Mais en attendant, les ressources, ou plutôt la ressource halieutique se fait rare. La Confédération africaine des organisations professionnelles de pêche artisanale demande la publication de la liste des bateaux à qui le Sénégal a accordé des licences de pêche. Et puis après l'incendie au marché Ocas de Touba, le directeur du commerce intérieur annonce sa réhabilitation et la construction d'un marché interrégional à Touba. En sport, éliminatoire Afrobasket masculin 2021, le sélectionneur national Boniface Ndong a publié une liste de 14 joueurs pour préparer la compétition, liste que vous avez eu à écouter tout à l'heure dans cette édition. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Papa Abdoulaye Dieye qui en a assuré la mise en onde. Retrouvez Adaman John à 0h pour le prochain bulletin d'information en français et en wolof, bien entendu. D'ici là, portez-vous bien. Mais dans un instant, la rediffusion de l'émission Objection avec Baye Margueil et son invité.